à Kampala entre Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, ainsi que le président ougandais Yoweri Museveni. Au cours de ces entretiens, les deux personnalités ont échangé sur les questions de fond liées aux relations bilatérales RDC-Ouganda et la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Réunion tripartite présidée par Matata Ponyo entre le vice-premier ministre et ministre du budget, le ministre délégué aux finances ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Objectif, revue de la situation économique et financière de la RDC. Vous suivrez dans ce journal le résumé de cette rencontre avec le vice-premier ministre du budget, Daniel Mukoko. Voilà tout pour les titres, place à présent développement et c'est sur Télé 50. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal avec cette information qui vient de nous parvenir. Le gouvernement français a dépêché une forte délégation pour préparer le 14e sommet de la francophonie qui se tiendra ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, du 12 au 14 octobre de l'année en cours. Nous y reviendrons. Le Premier ministre Matata Ponyo a présidé ce lundi la deuxième réunion hebdomadaire interinstitutionnelle. Cette rencontre a réuni le vice-premier ministre et ministre du budget, le ministre délégué aux finances ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Ensemble, ils ont passé en revue la situation économique et financière du pays. Je vous propose de suivre le résumé de cette rencontre avec le vice-premier ministre du budget, Daniel Mukoko. Que l'inflation est totalement sous contrôle, que les perspectives de croissance se maintiennent à 6,6% pour cette année 2012, que les finances publiques se comportent également bien, avec un excédent à fin mai de près de 200 milliards de francs. Mais à ce sujet, nous avons décidé de retraiter les encours parce qu'il y a un excédent dans le compte général du Trésor, mais il y a quand même un certain nombre de dossiers qui sont dans les différentes phases du circuit de la dépense, ce qui concerne la mise en circulation des coupures à valeur faciale élevée. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo, qui a commencé ce travail de communication, parce que c'est ça qui est important, donc nous avons décidé que ce travail de communication soit intensifié pour que la population comprenne bien qu'il ne s'agit pas d'une mesure prise à la légère. Il ne s'agit pas non plus d'une mesure prise à contre-courant de la stabilité. C'est une mesure au contraire qui doit renforcer la stabilité macroéconomique et participer à la dédollarisation de notre économie nationale. Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition, l'envoyé spécial du chef de l'État Raymond Tshibanda s'est entretenu à Kampala avec le président ougandais Yoweri Museveni et au cours de ces entretiens, les deux personnalités ont échangé sur les questions de fond liées aux relations bilatérales République démocratique du Congo-Ouganda et la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Envoyé spécial du chef de l'État, Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, a conduit une importante délégation congolaise à Kampala. Il était accompagné notamment de l'ambassadeur itinérant du président de la République, Séraphin Gouège, et de l'ambassadeur de la RDC en Ouganda, Charles Okoto. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Raymond Tshibanda, s'est entretenu durant 3 heures avec Yoweri Museveni, président de la République de l'Ouganda, avec lequel il a fait le tour aussi bien des relations bilatérales RDC-Ouganda que de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Rappelons que la RDC et l'Ouganda sont membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, cette organisation régionale des 11 pays de la sous-région qui travaille pour la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs et dont l'Ouganda assure en ce moment la présidence en exercice. À l'issue de cette importante rencontre diplomatique entre la RDC et l'Ouganda, aucune déclaration n'a été faite à la presse. Revenons à Kinshasa, à quand l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu. La question est au centre des échanges entre quelques experts internationaux et congolais. Des assises de 2 jours au restaurant Zamani qui se penchent sur l'élaboration du cahier de charges et les respects techniques du lac Kivu. Reportage. Pour le ministre des Hydrocarbures, ces échanges entre experts internationaux et congolais, des hydrocarbures, de l'énergie et l'électricité, ainsi que de représentants de l'Observatoire volcanologique de Goma, échanges centrés autour de l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu, conduiront à l'adoption du cahier des charges pour une exploitation rapide de cette énergie.
Je rends un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, dont la vision de développement à partir du secteur des hydrocarbures est une grande lueur pour porter pour notre peuple une rampe de lancement pour la reconstruction de notre pays en visant essentiellement le bien-être intégral de nos populations. Selon lui, l'exploitation du gaz méthane aura une grande valeur ajoutée, surtout pour l'utilisation domestique, et réduira sensiblement la déforestation dans les Grands Kivu et ses environs. Conviction que vos échanges et réflexions conduiront à l'exploitation rapide et efficiente de cette ressource par l'adoption des cahiers de charges ainsi que d'un cadre technique et environnemental. L'Observatoire volcanologique de Goma ne cesse de tirer la sonnette d'alarme avant que les pires ne surviennent. Comment on peut exploiter le gaz sans trop faire trop de risques? C'est-à-dire que pour exploiter le gaz, il faut aussi qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Ce qui est arrivé au lac Nyos, c'est parce qu'on ne savait pas, et puis il y avait du dioxyde de carbone qui est arrivé jusqu'à saturation. Pour rappel, dans les objectifs prioritaires du gouvernement Matata, l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu demeure une priorité. Sachez également que l'ultimatum lancé par l'Institut national de sécurité sociale concernant les occupants sans titre et insolvables de ces propriétés a pris fin. Certains devront bientôt quitter et c'est le comité de gestion de l'INSS et le ministre de Travail et Prévoyance sociale, Bahati Lukwebo, qui l'ont confirmé ce lundi lors d'une visite d'inspection de quelques immeubles et villas de l'INSS se trouvant dans la commune de la Gombe. C'est une visite tout à la fois marathon et surprise qu'a effectué le ministre du Travail et Prévoyance sociale et le comité de gestion de l'INSS, Institut national des sécurités sociales, au patrimoine immobilier de cette institution étatique. Une visite qui intervient 5 jours après l'expiration de l'ultimatum lancé aux occupants sans titre ni droit et aux insolvables. Dans la commune de la Gombe, ce sont au total 18 immeubles et villas qui ont été passés au pain fin. Le constat est décevant, la plupart d'entre eux occupés par les services de l'État, les entreprises privées et les particuliers sont mal entretenus. L'immeuble royal sur le boulevard du 30 juin truffé d'insolvables, même cas à l'immeuble de la Gombe, avenue de la Justice, où le premier des insolvables se trouve être le cabinet d'avocats Chabatro. La RTGA et Télé7, 2 chaînes de télévision quinoises, sont aussi pointées du doigt. Pour Bahati Lukwebo, pas question de paria. Tous ceux qui ne sont pas en règle seront soumis à la rigueur de la loi. Avant d'entreprendre d'autres actions, nous avons voulu palper du doigt, voir les réalités sur terrain. Donc les retraités doivent sentir que c'est leur investissement et les retombées doivent leur revenir. Il n'y aura pas d'intouchable. Parce que j'ai compris que beaucoup de gens occupaient ces maisons-là, ces immeubles sans titre ni droit, se prévalant de certaines qualités et de certains titres. Les propriétés de l'INSS constituent la récapitalisation des cotisations perçues et ne devraient nullement être utilisées à des fins sociales. Faisons un saut en province, précisément au Bandundu, où la Banque mondiale est décidée à suspendre l'aide à cette province si celle-ci n'arrive pas à maximiser 100 000 $ le mois. Et le gouverneur Jean Kamisendo interpelle donc les services générateurs de recettes de la province. Plus de détails, c'est dans cet élément d'Adou et Guillaume depuis le Bandundu. Si la province du Bandundu n'arrive pas à réaliser 100 000 $ américains par mois dans ses recettes locales jusqu'au mois d'octobre 2012, la Banque mondiale décide de suspendre toute son aide dans cette province. Cette information vient d'être livrée au cours de la réunion de prise de contact que vient d'organiser le nouveau gouverneur du Bandundu, Jean Kamisendo Kutuka, avec le nouveau ministre provincial de cette province et le chef de division de l'administration publique. Au cours de cette réunion, organisée dans la salle de réunion du gouvernorat des provinces, le gouverneur du Bandundu a sollicité l'implication des uns et des autres pour un bon décollage de la province. Il a par ailleurs invité tous les services générateurs de recettes de la province à doubler leurs efforts pour ne pas rater ce temps de la Banque mondiale. Conformément à sa nouvelle vision, le gouverneur Jean Kamisendo a fait savoir que la province du Bandundu a besoin de 150 millions de $ américains par an pour son vrai décollage, soit 1 300 000 $ par mois.
Mais cette province, à ce jour, ne réalise que 40 millions de francs congolais par mois, soit 45 000 $, hormis les 150 millions de francs congolais de la rétrocession, ce qui la met loin de son développement. Jacques Amitié nous décide donc, partant de ces soucis, de mettre en prison tous les détourneurs du reste de la province, détourneurs qui seront détectés par son service d'antifraude, nouvellement créé dans la province de Bandundu. Depuis la ville de Bandundu, Dadou Ekiom pour Télé 50. Et dans le reste de l'actualité, le gouverneur intérimaire du Kassai occidental a révoqué hier les conseillers chargés d'études du gouverneur déchu Hubert Kabasoubabou. Rappelons que le gouverneur intérimaire a des compétences très limitées. Le conseiller principal, Laurent Kadieboué, dit s'étonner que suite à la motion de censure, seul le gouverneur soit tombé alors que le reste du gouvernement continue de travailler. Le gouverneur du Kassai occidental, Hubert Kabasoubabou, a été destitué le 6 juin dernier par l'Assemblée provinciale qui l'accuse de s'ingérer dans la gestion des recettes de la province. Et le ministre provincial en charge de l'agriculture, pêche, élevage et genre de l'Équateur a ouvert au centre Motemamoko à Lionda un atelier d'analyse, d'échange et de planification des plaidoyers sur la loi agricole de la République démocratique du Congo. Objectif, encourager la participation paysanne à la mise en œuvre de politiques agricoles à travers le renforcement du mouvement paysan au niveau provincial. Sur le continent, l'état de santé de l'ancien président égyptien se serait fortement dégradé. Hosni Moubarak a été, d'après une source médicale, soumis lundi à 2 défibrillations après des arrêts cardiaques. Il a accusé les autorités de vouloir le tuer, affirme sa défense qui demande qu'il soit transféré dans un établissement hospitalier mieux équipé. L'ex-Raïs a été au début du mois condamné à la réclusion à perpétuité. L'ex-Raïs souffre d'abord d'arythmie cardiaque. Cela expliquerait le fait qu'il ait été mis 2 fois sur défibrillateur. Mais Moubarak, qui est âgé de 84 ans, souffre aussi d'hypertension, de perte de conscience et des difficultés respiratoires. Il faut y ajouter une dépression aiguë depuis son incarcération. Il refuse en effet de manger et est nourri par perfusion. Une détérioration générale qui a poussé son épouse Suzanne à demander son transfert vers un hôpital mieux appareillé que celui de la prison de Tora dans le sud de la capitale égyptienne où Hosni Moubarak est détenu depuis qu'il a été condamné à la perpétuité. Cependant, les autorités égyptiennes sont mal à l'aise avec l'éventualité de cette décision de transfert qui pourrait provoquer la colère d'une partie de la population et cela à quelques jours du second tour de la présidentielle. Le transfert de Moubarak vers un centre hospitalier extérieur sera perçu en effet comme une sorte de libération par une partie de l'opinion publique égyptienne. Pas plus tard que vendredi passé, les manifestants de la place Tahrir refusaient que celui qu'ils considèrent comme le bourreau des révolutionnaires sorte de l'hôpital de la prison, autrement que le 2 pieds devant. Direction Russie, le pouvoir de Poutine continue d'être fortement contesté. Ce mardi, des dizaines de milliers de personnes sont attendues à Moscou pour une grande manifestation de l'opposition au président Vladimir Poutine, accusé de vouloir museler ses détracteurs, un rassemblement qui intervient au lendemain d'une série de perquisitions sans précédent visant les leaders de l'opposition et le risque de lourdes amendes.